Je vous disais que j'étais le dernier intervenant de la dernière session avant la clôture et en plus, je dois vous parler de finance et même d'une certaine façon être ici le seul représentant, en tout cas dans cette session, de l'industrie financière, ce qui est probablement aussi difficile pour obtenir vos applaudissements que l'exercice qu'a fait Jérôme Schmitt en représentant une compagnie pétrolière tout à l'heure, peut-être même encore plus difficile. Alors, je vais m'en sortir en essayant de vous exposer quelques idées très simples sur les moyens de financer la transition vers une économie bas carbone, comme on dit. Quelques idées très simples et au fond une méthode qu'on va appeler, alors ça non plus ça marche pas, si, qu'on va appeler la méthode SUMO pour financer la transition climatique. Alors SUMO, c'est un acronyme qui va rester mystérieux pour le moment, qui désigne une idée que je vais vous donner à la fin de cette intervention, mais dites-vous que ça veut dire, pour le moment, dites-vous que ça veut dire simple, universel, massif, optimiste. Mais avant d'en arriver à l'idée qui se cache derrière cet acronyme, je voudrais vous recadrer un petit peu la question du financement de cette transition mondiale. Deux chiffres très faciles à retenir. 1000 milliards de dollars par an. Ça, c'est le chiffrage à la fois par l'Agence internationale de l'énergie et le CDE des besoins d'investissement annuels dans les investissements verts, si vous voulez, jusqu'en 2035 pour atteindre nos objectifs à horizon de 2050. Il faut qu'on passe sur un rythme de 1000 milliards d'investissements verts mondiaux annuels. Ça paraît beaucoup, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les investissements verts, pour les appeler comme ça, représentent déjà 370 milliards, d'après les mêmes sources à l'échelle mondiale. Donc vous voyez qu'il y a un très gros écart, bien sûr, mais on n'est pas dans un rapport de 1 à 10, on n'est pas dans un rapport de 1 à 100. Il faut plus que doubler les investissements verts si nous voulons atteindre les objectifs de décarbonation de l'économie mondiale qui nous permettront de respecter l'objectif de 2 degrés de réchauffement moyen en fin de siècle. Et ce doublement, il faut l'atteindre principalement par substitution de certains investissements à d'autres, typiquement des investissements solaires dans les énergies renouvelables plutôt que des investissements dans les énergies fossiles. Et il faut que principalement ces investissements soient des investissements privés. Il faut que ce soit l'économie de marché elle-même qui génère ces investissements. Comment y arriver? Première idée, il faut donner un prix au carbone. Aujourd'hui, le consensus s'établit sur cette idée. Au sommet de New York, depuis le secrétaire général des Nations Unies jusqu'au président de la Banque mondiale, en passant par 350 investisseurs financiers et jusqu'à bien sûr des industriels, y compris des compagnies pétrolières, parmi lesquelles Total, il y a un consensus sur le fait que ce qui est absolument nécessaire à la transition, ce n'est pas suffisant bien sûr, c'est de donner un prix au carbone, c'est-à-dire à l'utilisation de l'atmosphère. Pourquoi c'est absolument nécessaire? Parce que c'est ce qui permettra de mettre l'économie mondiale sous contrainte carbone. Contrainte, ce n'est pas du tout au sens qu'on a trop souvent en tête en français, de l'oppression. Contrainte, c'est un terme qu'il faut attendre au sens des scientifiques ou des poètes. La contrainte, c'est ce qui stimule la créativité, l'innovation. Mettre un prix sur les émissions de tonnes de CO2, c'est-à-dire sur l'utilisation de l'atmosphère, c'est stimuler l'économie mondiale et la stimuler de deux façons. D'une part, en pénalisant la rentabilité des investissements qui carbonent, en gros, et en améliorant la rentabilité des investissements qui décarbonent. C'est pourquoi cette question du prix du carbone, quelle que soit la méthode retenue, des taxes, des systèmes de quotas, des systèmes de prix de carbone internes, il y a toute une gamme de solutions, c'est absolument nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que ces politiques
consistant à donner au prix du carbone, comme vous le voyez sur cette carte simplifiée, se développe dans le monde. Malheureusement, les politiques qui sont mises en place aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Il y a des choses extrêmement positives. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, à Shenzhen, en Chine, le prix du carbone est plus élevé qu'en Europe. De même qu'en Californie, d'ailleurs. Il est plus élevé qu'en Europe. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui se développent. Ce n'est pas encore suffisant. On n'atteint pas un prix suffisant et surtout une tendance d'augmentation de ce prix suffisante pour orienter correctement les investissements. Bon, ça, c'est absolument nécessaire. Maintenant, si on veut aller plus loin et accélérer encore la transition, il faut agir sur l'offre de capitaux. L'offre de capitaux. Et l'offre de capitaux dans le but, tout simplement, de favoriser la dette verte. La dette verte qui permet de financer les investissements verts. Il faut baisser le coût de cette dette verte, lui donner des avantages, de façon à changer, en gros, le marché des capitaux, et que petit à petit, de même qu'il faut substituer des investissements verts à des investissements marrons, il faut substituer de la dette verte à de la dette marron. Ouais, c'est à peu près la même chose. Comment peut-on, du côté de l'offre de capitaux, favoriser la dette verte? Il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire d'abord en faisant levier avec les fonds publics, comme on dit, c'est-à-dire en utilisant correctement les subventions pour, lorsque c'est nécessaire, contribuer au financement des investissements qui en ont besoin pour être rentables, surtout tant qu'on n'a pas mis un prix sur le carbone, ou pas suffisant en tout cas. On peut utiliser les capitaux publics ou la signature publique pour garantir de la dette, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser moins de capitaux publics, ce qui est bon pour les contribuables et pour les finances publiques d'une façon générale, parce que les garanties offrent un meilleur effet de levier que les subventions. Et vous voyez que si vous garantissez de la dette verte, ben vous allez lui donner en gros une meilleure appréciation en termes de risque, et le but étant qu'elle soit plus appréciée par les investisseurs, qui au bout du compte ne sont que les intermédiaires des épargnants, et qui veulent bien effectivement investir dans la dette verte, mais à condition qu'elle offre les mêmes rapports rendement-risque, et éventuellement même qu'ils soient plutôt meilleurs que les produits financiers qui se rapportent à des investissements carbonants. Donc cette gamme d'actions, notamment, peut se développer, vous en avez entendu parler, dans le cadre de ce mouvement qu'on appelle le mouvement des obligations vertes, qui se développe très très vite dans le monde, qui consiste en fait à flécher des moyens financiers sur des investissements. C'est déjà une très bonne chose, mais la deuxième stade, ça sera évidemment de donner des avantages à cette dette verte par rapport aux autres instruments financiers. On peut le faire aussi avec des moyens peu coûteux mais extrêmement complexes à mobiliser, qui sont ceux qui tournent autour des normes comptables. Vous voyez que si vous donnez des avantages à la dette verte dans la façon dont cette dette est traitée dans la comptabilité des entreprises, et si en plus vous allez un petit peu plus loin sur la façon dont elle est traitée dans les normes prudentielles qui s'imposent aux établissements financiers, vous allez en fait, comme on dit dans le monde financier, dérisquer cette dette et la favoriser. Mais le point sur lequel je voudrais maintenant insister, c'est que, voilà, derrière Sumo, qui est une idée défendue par un groupe d'économistes, se cache en fait l'idée d'utiliser les armes lourdes, au-delà de celles que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les armes monétaires. Les armes monétaires, parce que pourquoi? Vous voyez bien, je dis, il faut favoriser la dette verte. Dès qu'on dit dette en économie, derrière la question de la dette, il y a bien sûr la question de la création monétaire. C'est-à-dire que probablement le moyen le plus efficace ou le plus puissant qui reste à notre disposition pour favoriser la dette verte, c'est de lui donner des avantages finalement dès le stade de la création monétaire. Donc de mettre en place des politiques monétaires qu'on peut résumer sous le terme Smart Unconventional Monetary Policy. Il y en a de plusieurs types. L'idée est de les utiliser, ce qui n'est pas le cas actuellement, à l'intérieur des mécanismes de financement de la transition vers une économie bas carbone, et plus particulièrement de les faire rentrer dans le dispositif qui devra être négocié, être adopté dans le cadre de l'accord de Paris de 2015 pour pouvoir être mis en œuvre en 2020. Concrètement, dire qu'on fait rentrer
les dispositifs monétaires, je ne voudrais pas rentrer dans la technique maintenant, sinon je vais me faire... je vais avoir des ennuis, si vous voulez, c'est beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, ça n'était pas prévu. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on dit faire rentrer les dispositifs monétaires, on dit faire rentrer des institutions monétaires, les autorités monétaires. Les autorités monétaires, c'est ce qu'on appelle les prêteurs ultimes, c'est-à-dire les banques centrales, et puis cette sorte de banque centrale multilatérale qui s'appelle le Fonds monétaire international. Il est possible et souhaitable de faire rentrer dans la négociation climatique internationale ces institutions, notamment pour donner de la puissance au volet financier de l'accord de Paris 2015. Ça aura d'ailleurs un très grand avantage, c'est que dès lors que vous prévoyez des mécanismes monétaires, dès lors que vous prévoyez de faire rentrer des institutions comme les banques centrales et le Fonds monétaire international, rentrent dans la négociation en première ligne tous ceux qui sont chargés de suivre ces institutions, et notamment les ministres des Finances du monde. Or, si nous voulons que cette négociation prenne de la puissance et qu'elle aboutisse et qu'elle prenne de l'efficacité, il est essentiel qu'au niveau politique, elle soit incarnée au moins autant par les ministres des Finances que par les ministres de l'Environnement et les diplomates du monde entier qui font par ailleurs un travail remarquable. Mais que, en gros, vous voyez, c'est presque une question d'un effet collatéral positif de type sociologie des organisations, que ce qui est en général, presque toujours, où que ce soit dans le monde, le secteur le plus puissant de l'organisation publique, c'est-à-dire les ministères des Finances, c'est-à-dire l'autorité financière, prennent en charge, prennent en compte la négociation climatique. Merci beaucoup. Je vais vous remettre ma photo de Sumo.